Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'analyse et la réflexion guident notre lecture du monde. Aujourd'hui, nous explorons les propos de Franklin Nyamsi, qui interroge la souveraineté des États en prenant le Venezuela comme exemple concret. À travers son intervention, il propose une lecture claire des mécanismes internationaux et des dynamiques nationales, mettant en lumière l'importance des choix institutionnels, économiques et sociaux dans la définition des trajectoires des pays. Nyamsi souligne également le rôle central des citoyens et l'impact de l'héritage historique et idéologique dans la structuration des sociétés. Son approche comparative étend la réflexion à d'autres régions confrontées à des enjeux géopolitiques complexes, offrant une perspective transversale sur les interactions entre États, leurs partenariats et leur autonomie décisionnelle. Cette prise de parole invite à une réflexion collective et informée sur les équilibres mondiaux contemporains, en favorisant une lecture apaisée, rigoureuse et constructive des enjeux internationaux. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de l'agression barbare des États-Unis d'Amérique contre le Venezuela et du kidnapping annoncé par le président Trump lui-même, le kidnapping du président Maduro? D'abord, sur le plan du Venezuela, il est incontestable que l'avenir du Venezuela appartient au peuple révolutionnaire vénézuélien, à condition que celui-ci ne renonce pas à la lutte. Aucun gouvernement ne peut diriger le Venezuela si la doctrine bolivarienne que le peuple vénézuélien a reçue depuis plus de 200 ans maintenant, pratiquement 200 ans, si cette doctrine est vivante, la révolution l'emportera. Quels que soient les valets qui prendront le pouvoir à Caracas, ils finiront par être renversés. La révolution bolivarienne reprendra le dessus d'une manière ou d'une autre, car c'est la condition pour que les ressources vénézuéliennes profitent au peuple vénézuélien. Ce n'est pas Nicolás Maduro lui seul qui faisait la révolution bolivarienne. La révolution bolivarienne, c'est l'âme du peuple vénézuélien et celui-ci doit continuer la lutte. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour le peuple vénézuélien. Il faut continuer la lutte et il faut combattre les éléments contre-révolutionnaires. Les États-Unis d'Amérique ne pourront pas imposer un gouvernement anti-populaire au Venezuela. Il y aura bataille, il y aura lutte. Et le peuple vénézuélien devra triompher. Il n'a pas le choix, s'il veut être souverain et libre. La deuxième remarque, c'est que ce qui vient de se passer au Venezuela, contrairement aux apparences, c'est un avertissement supplémentaire à l'ensemble des gouvernements et des pays en lutte pour leur souveraineté totale. C'est un avertissement pour l'Iran, où Donald Trump menace désormais d'intervenir pour soutenir des manifestants contre le gouvernement. C'est un avertissement pour la Fédération de Russie, où, à travers son proxy l'Ukraine, l'OTAN essaye de tuer le président Poutine en tirant sur sa résidence. C'est un avertissement pour la Chine, qui, confrontée à la crise de Taïwan et de Hong Kong, eh bien, devrait bien voir que d'avoir laissé se faire l'invasion du Venezuela, cela n'exclut pas que dans les plans américains, l'invasion militaire de la Chine soit dans les bacs. C'est un avertissement sans frais pour les pays africains panafricanistes révolutionnaires. Et ici, notamment l'Alliance des États du Sahel. La méthode utilisée par le président impérialiste américain contre le président vénézuélien indique celle qu'il aimerait bien pouvoir utiliser pour rétablir la suprématie des Occidentaux sur les richesses faramineuses de l'Afrique. Donald Trump, qui a positionné des navires de guerre dans le golfe de Guinée, affiche sa volonté de kidnapper en réalité tous les dirigeants de ce monde qui ne se soumettent pas au dieu dollar. Donald Trump affiche sa volonté de kidnapper tous les dirigeants de ce monde qui ne se soumettent pas à l'impérialisme américain. Vous avez bien vu le pseudo-accord de paix organisé par Donald Trump pour continuer le pillage du Congo en association avec l'Union européenne, le Rwanda et l'Ouganda. Donc, il faut que l'Afrique en lutte, l'Afrique résistante, reçoive 5 sur 5 le message de Trump. Il dit aux peuples africains ce qu'il a dit aux peuples latino-américains, ce qu'il dit aux peuples asiatiques, aux peuples du Moyen-Orient, ce qu'il dit aux peuples russes. Nous nous donnons les moyens de vous imposer notre volonté par la force. Nous nous donnons les moyens de kidnapper vos leaders s'ils ne nous obéissent pas le doigt sur la couture. Nous nous donnons les moyens d'imposer l'ordre impérialiste américain et occidental sur la terre parce que nous savons que l'Occident est la partie la plus pauvre du monde. Et il est hors de question que nous acceptions
que le monde qui est plus riche que nous impose de négocier ses richesses avec lui. Il est hors de question que nous vous laissions devenir puissants. Nous vous avons déclaré la guerre. Nous vous ferons la guerre jusqu'à ce que nous n'en soyons plus capables. Voilà le message. Voilà le message de Donald Trump à l'Amérique latine, le message de Donald Trump au Moyen-Orient, le message de Donald Trump à la Russie, à la République populaire de Corée, à la République populaire de Chine, à l'Asie, le message de Donald Trump à l'Afrique. Et voilà comment ce message rencontre l'unanimité du bloc impérialiste et néocolonialiste occidental qui se réjouit aujourd'hui. Je vous le dis, avec une certitude incontestable, c'est la fête dans les capitales européennes. C'est la fête dans les capitales d'Amérique du Nord. Tout l'establishment oligarchique néocolonialiste impérialiste occidental est heureux, car il croit voir en la capture annoncée de Maduro, eh bien, un message psychologique fort qui est adressé aux dirigeants du Sud global, un message de l'OTAN, un message du G7, un message de l'hégémonie raciale occidentale sur le monde. L'intervention de Franklin Nyamsi s'inscrit dans une réflexion approfondie sur la souveraineté des États à l'ère de l'interdépendance mondiale, en prenant le Venezuela comme point d'observation privilégié. Ce choix ne relève pas du hasard, ce pays concentre, depuis plusieurs décennies, un ensemble de dynamiques historiques, institutionnelles et économiques qui permettent de questionner la capacité réelle des nations à définir librement leurs orientations stratégiques dans un environnement international structuré par des rapports de force asymétriques. Dès l'entame de son propos, Franklin Nyamsi invite à dépasser une lecture événementielle pour replacer le cas vénézuélien dans une temporalité longue. Il rappelle que l'histoire de ce pays est profondément marquée par l'héritage bolivarien, lequel ne se limite pas à une référence symbolique mais constitue un socle idéologique structurant. Cette pensée, transmise de génération en génération, a façonné une culture politique spécifique, où la notion de participation collective et de maîtrise des ressources nationales occupe une place centrale. Selon cette approche, l'avenir du Venezuela ne peut être compris indépendamment de cette mémoire historique, qui continue d'influencer les comportements sociaux et les choix politiques. L'analyse proposée met également en lumière le rôle fondamental du corps social dans la continuité institutionnelle. Franklin Nyamsi souligne que les trajectoires nationales ne reposent jamais exclusivement sur des figures dirigeantes, mais sur l'adhésion durable de la population à un projet collectif. Dans le cas vénézuélien, cette dimension se traduit par une forte implication citoyenne autour de valeurs perçues comme fondatrices. Cette dynamique explique, selon lui, la résilience observée face aux pressions externes et aux tentatives d'orientation des politiques publiques depuis l'extérieur. L'État apparaît ainsi comme l'expression d'un équilibre complexe entre institutions formelles et conscience populaire. Au-delà du cadre national, l'intervention élargit la réflexion aux relations internationales contemporaines. Le Venezuela devient un exemple permettant d'interroger la manière dont certains acteurs globaux influencent les choix économiques et institutionnels de pays disposant de ressources stratégiques. Franklin Nyamsi analyse ces interactions à travers le prisme des partenariats, des alliances régionales et des mécanismes de coopération, soulignant que l'autonomie décisionnelle reste un enjeu central pour de nombreuses nations du Sud global. Cette lecture met en évidence la tension permanente entre ouverture internationale et préservation des intérêts nationaux. L'orateur insiste également sur la dimension comparative de son analyse. Il établit des parallèles avec d'autres régions du monde confrontées à des enjeux similaires, qu'il s'agisse de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Europe orientale ou du continent africain. Cette approche transversale permet de dégager des constantes, la maîtrise des ressources, la solidité des institutions et la cohésion sociale apparaissent comme des facteurs déterminants pour renforcer la capacité d'un État à défendre ses orientations stratégiques. Le Venezuela, dans cette perspective, sert de miroir à des questionnements plus larges sur la gouvernance mondiale. Franklin Nyamsi accorde une attention particulière au continent africain, qu'il considère comme porteur d'un potentiel considérable mais confronté à des défis structurels persistants. Il suggère que l'expérience vénézuélienne offre des enseignements utiles pour les pays africains engagés dans des démarches de consolidation institutionnelle. L'accent est mis sur la nécessité de développer des stratégies endogènes, fondées sur les réalités locales, tout en participant activement aux échanges internationaux. Cette vision privilégie une approche équilibrée, où la coopération ne se fait pas au détriment de la capacité de décision interne. L'analyse aborde également la question des ressources naturelles, présentées comme un levier majeur de développement lorsqu'elles sont gérées dans l'intérêt collectif.
Franklin Nyamsi souligne que la valorisation de ces ressources nécessite des cadres institutionnels solides et une vision à long terme. Dans le cas du Venezuela, la gestion énergétique devient un élément central du débat sur la souveraineté économique. Cette problématique résonne fortement avec les préoccupations de nombreux pays du Sud, confrontés à la nécessité de transformer leurs richesses naturelles en moteur de progrès social durable. Sur le plan conceptuel, l'intervention invite à repenser la notion même de souveraineté dans un monde interconnecté. Plutôt que de l'envisager comme une fermeture, Franklin Nyamsi propose de la comprendre comme une capacité à négocier, à coopérer et à choisir en toute connaissance de cause. Cette souveraineté fonctionnelle repose sur l'éducation, l'information et la participation citoyenne, autant de facteurs permettant aux sociétés de peser sur leur trajectoire future. L'enjeu n'est pas l'isolement, mais la maîtrise des termes de l'ouverture. La conclusion de cette réflexion se veut résolument constructive. Franklin Nyamsi appelle à une prise de conscience collective, fondée sur l'analyse, le dialogue et la transmission du savoir. Il encourage les nations du Sud global à s'inspirer de leurs propres histoires pour bâtir des modèles de développement adaptés aux défis contemporains. Le message final est porteur d'espoir, malgré les contraintes du système international, les peuples disposent de ressources culturelles, intellectuelles et humaines capables de nourrir des projets durables. Comme le rappelle un proverbe africain, quand les racines sont profondes, le vent n'emporte pas l'arbre. Cette sagesse illustre l'idée que la solidité d'une nation repose avant tout sur la profondeur de son histoire, la cohésion de son peuple et la clarté de sa vision collective.